Bonjour à tous, j'ai eu le plaisir d'interviewer Justine Savitri pour parler de Jyotish, l'astrologie védique. Alors, elle va nous expliquer ce que c'est déjà le Jyotish, quelles sont les différences avec l'astrologie qu'on connaît nous ici en Occident, comment elle est utilisée en Inde, comment on peut l'utiliser aussi chez nous au quotidien. Et puis on va parler aussi de l'Ayur Jyotish ou comment les astres peuvent nous aider à ne pas tomber malade. C'est tout de suite. Bonjour. Une première question, si tu peux nous expliquer déjà ce qu'est le Jyotish. Alors, est-ce qu'on dit Jyotish? Est-ce qu'on dit Jyotish? Est-ce qu'il y a une prononciation particulière déjà ou c'est un peu en fonction des fois, comme ça vient du sanskrit, c'est un peu en fonction de de chacun? Alors effectivement, en fonction des régions en Inde et en fonction des langues parlées, tu vas le prononcer différemment. Moi, je le prononce Jyotish. Dio parce que tu as un J, un Y et un O. Donc on dit Jyotish ou Jyotisha. Traditionnellement, ce serait plutôt Jyotisha. Et ça signifie science de la lumière. Est-ce qu'on peut dire que c'est la vision orientale de ce qu'on connaît en astrologie ici? Alors c'est un petit peu plus complexe que ça parce que à l'origine en fait le Jyotish c'est l'œil des Védas, c'est-à-dire qu'on va pouvoir associer différentes sciences à différents organes qu'on va aussi du coup associer aux Védas qui sont ces 4 grands textes fondateurs finalement de l'hindouisme ou plutôt du Sanatana Dharma, de cette grande religion qu'est l'hindouisme et qui peut englober plusieurs courants. Et finalement, du coup, le Jyotish, c'est une astrologie qui est sidérale, donc qui se base sur la vraie position des étoiles dans le ciel, à l'inverse de l'astrologie tropicale qu'on pratique en Occident, qui est plutôt une astrologie de saison, si on peut dire comme ça. En tout cas, une astrologie qui a perdu, si on peut le dire ainsi, un ancrage avec la vie et avec le réel, parce qu'on n'utilise plus vraiment la position des astres dans le ciel pour tirer un thème. Donc ça, c'est la première grande différence. Et l'astrologie Jyotish indienne est aussi réellement ancrée dans cette pratique de l'hindouisme, donc c'est-à-dire avec des associations, avec des divinités, avec des pratiques aussi liées à l'hindouisme, que ce soit par des rituels du feu, que ce soit par porter certaines pierres, en tout cas certains remèdes qu'on va appeler des upayas, et une certaine culture et une certaine compréhension de la vie. Donc c'est à la fois similaire, parce qu'on fait toujours de l'astrologie, donc on regarde toujours les astres pour interpréter la vie et la nature d'un individu, mais c'est aussi très différent parce qu'on n'utilise pas du tout les mêmes outils. Ça veut dire que le Jyotish est de toute façon, quoi qu'il se passe, lié à une religion. Oui et non, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, le Sanatana Dharma, on peut vraiment le traduire par la grande vérité. Cette grande vérité, elle n'est pas seulement hindoue. En fait, cette grande vérité, elle peut être chrétienne, elle peut être musulmane, elle peut être chamanique. En fait, elle peut être ce que tu veux. Parce que elle est interreligieuse puisqu'elle est l'essence, si tu veux, de la nature humaine et de la vérité. Et ça, après, peu importe les courants. Donc, pour un hindou, ou en tout cas pour quelqu'un qui pratique vraiment ce Sanatana Dharma, toutes les religions se valent et elles sont toutes égales. Après, dans la culture indienne, le Jyotish va particulièrement être relié à l'hindouisme parce qu'on va pouvoir faire des connexions avec des divinités, avec des pratiques culturelles, mais on peut tout à fait adapter le Jyotish à une pratique de l'islam ou à une pratique chrétienne, par exemple. C'est tout à fait OK et cohérent. Ok. Justement, tu parlais des pratiques en Inde. Alors, on va rentrer évidemment dans le détail de ce que c'est, comment ça marche et tout ça. Mais en Inde, le Jyotish régit beaucoup de choses, les mariages, les décisions importantes, les entretiens d'embauche aussi. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, traditionnellement en Inde, souvent, quand un enfant naît, on tire son thème. On tire son thème déjà pour pouvoir le nommer, pour pouvoir lui donner un prénom en accord avec les astres. Ça, c'est le premier contact déjà qu'on a avec l'astrologie. Et après, on fait aussi tous des rituels, des pujas, là, qui sont plutôt du côté pujari, donc ceux qui vont faire des rituels, mais toujours en accord avec l'astrologie. Et effectivement, après, on va donner les grandes lignes de l'incarnation de l'individu. On va surtout le donner, bien entendu, aux parents pour qu'ils puissent orienter l'enfant du mieux possible. On va pouvoir donner des indications sur un timing pour un mariage ou des jobs potentiels qui pourraient être intéressants. Donc ça, c'est vraiment la première approche qu'on va avoir de l'astrologie. Et après, au fil des années, on va faire appel de nouveau à un astrologue
pour du coup planifier peut-être le meilleur moment pour envoyer sa candidature pour un job. On va aussi demander quand est-ce qu'est le meilleur moment pour se marier, pour rencontrer quelqu'un. En fait, l'astrologie régit vraiment toute la vie des individus en Inde, tout simplement parce que les mouvements des astres sont changeants et comme nos émotions finalement, des fois on va avoir des hauts, des fois on va avoir des bas, et c'est la même chose avec les astres. Les astres sont le reflet de notre intériorité et au travers de cette pratique de l'astrologie mondaine, on va aller chercher à être en accord avec les astres et à être en harmonie. Alors, est-ce qu'on est avec le bon partenaire? Est-ce qu'on s'est marié au bon moment? Tout ça, en fait, va avoir un impact sur un plus ou moins long terme. Et c'est pour ça qu'on va aller chercher, du coup, la position des astres pour que ce soit, entre guillemets, le plus en notre faveur. Alors, du coup, justement, est-ce que tu peux nous expliquer? Donc, toi, quand tu fais un thème, tu as besoin de l'année de naissance, la date de naissance complète, l'heure de naissance, le lieu de naissance, et il va sortir comme une carte, c'est ça? Exactement, c'est ça. Donc ça, c'est dans les meilleures conditions, c'est-à-dire que si tu as ton heure et ta date de naissance. Traditionnellement, on ne connaissait pas spécialement l'heure de naissance, tout simplement parce que c'était beaucoup plus complexe que ça que de pouvoir timer l'heure, surtout quand on vivait dans un village reculé en Inde. Donc on associait l'astrologie à ce qu'on appelle Hasta Mudrika, qui est la lecture des lignes de la main, qui fait aussi partie de l'astrologie et qui sont vraiment des sciences connexes. Ok, donc une fois que tu as cette carte, comment tu l'interprètes? Souvent, les astrologues vont déjà interpréter le thème par rapport au calendrier lunaire, c'est-à-dire qu'ils vont aller regarder, par exemple, dans quel tithi, c'est-à-dire dans quel jour de lune est-ce que tu es né. Est-ce que tu es né à la nouvelle lune, à la pleine lune? Est-ce que tu es né le 3e jour de lune? Est-ce que tu es né un mardi, un vendredi? Ça va déjà être un pilier de l'analyse, voir s'il y avait déjà des blocages ou des blocages par rapport au calendrier. Et ensuite, on va vraiment aller s'attarder du coup au cœur du thème astral et on va surtout aller regarder le placement de la Lune. La Lune qui en sanskrit s'appelle Chandra. La Lune, c'est la planète la plus importante dans un thème astral Jyotish parce que la Lune représente en thème archétypal la reine, si on veut dire comme ça, la mère d'une certaine façon. Elle va représenter aussi les émotions. Et c'est important parce que finalement, l'incarnation et en tout cas ce qui se passe dans notre vie est souvent teinté, voire même tout le temps teinté du prisme avec lequel nous interprétons les événements qui nous arrivent. Et finalement, le plus important, c'est pas tant ce qui nous arrive, mais c'est comment est-ce qu'on interprète les choses. Et c'est pour ça que regarder la Lune, ça va être le placement le plus important, parce que ça va nous permettre de déterminer la nature émotionnelle de l'individu. Est-ce qu'il va avoir une nature plutôt sensible, plutôt active, plutôt dans le feu, dans l'eau? En tout cas, tous ces éléments vont nous donner des grandes indications déjà sur la nature de l'individu. Et puis après, on va aller analyser les autres grands axes du thème, qui vont être l'ascendant. L'ascendant, c'est qu'est-ce qui se levait à l'est au moment de la naissance, puis on regardera également le soleil ainsi que les autres planètes. Ça, c'est aussi une des grandes différences qu'on a entre l'astrologie indienne et l'astrologie qu'on pratique en Occident, c'est qu'on fait vraiment plutôt une emphase sur la Lune plutôt que sur le soleil. Quand on regarde dans les magazines, en Occident en tout cas, on lit souvent notre signe du soleil, qui pour nous en Inde est important, mais un peu moins important que le signe de la Lune, tout simplement parce que le Soleil, il met 1 mois pour changer de signe du zodiaque, alors que la Lune, elle met à peu près 2 jours et demi. Ce qui donne en fait du coup un entonnoir, en tout cas d'interprétation un petit peu plus fin pour comprendre la nature de l'individu. Et ça veut dire aussi que la plupart du temps, on est né Poisson, Capricorne ou Sagittaire ici en Occident et ça va pas être forcément la même chose en Jyotish. Exactement. Et ça, c'est lié à la prise en compte de la précession des équinoxes. Alors, c'est un terme un peu fancy, oui, comme ça, dont on peut se souvenir ou non. Mais ce terme, ça veut simplement dire qu'en fait, la Terre, elle a un mouvement à reculons d'1 degré tous les 72 ans. Si on prend en compte cette précession des équinoxes, on va en fait prendre en compte la vraie position des étoiles dans le ciel, ce qu'on ne fait pas du coup en astrologie tropicale. Et c'est pour ça qu'il existe un écart quasiment d'1 signe aujourd'hui entre les deux astrologies. Donc il est fort probable que si on se pensait Capricorne, eh ben on est probablement le signe avant le Capricorne, donc par exemple le Sagittaire. Alors pas chez tout le monde bien sûr, mais dans la grande majorité des cas, on change de signe. Et ça veut dire quoi? Ça a beaucoup d'influence parce que même ici en Occident, en fonction de Capricorne ou Sagittaire, c'est pas les mêmes éléments, on n'est pas rattaché aux mêmes choses, donc ça a quand même un impact qui est fort. Alors ça va avoir un impact qui est fort. Maintenant, en astrologie indienne, on va avoir une subtilité. Cette subtilité, ça s'appelle les nakshatras.
En fait, aux prémices de l'astrologie indienne, on utilisait peu, voire pas les signes du zodiaque. On découpait pas le ciel en 12 signes, en 12 constellations, mais on découpait le ciel en 28, puis après 27 constellations qu'on a appelées des nakshatras. Et vu qu'il y a 27 constellations et 12 signes du zodiaque, on se rend compte qu'il y a plus de constellations dans l'astrologie indienne qu'en astrologie tropicale. Ce qui va nous donner, encore une fois, cet effet entonnoir avec un effet un petit peu plus précis. On va également avoir des nakshatras qui vont être intermédiaires entre deux signes. Par exemple, entre le signe du bélier et le signe du taureau, on va avoir par exemple Kritika Nakshatra, qui va être un signe intermédiaire du coup entre cette constellation du bélier et du taureau. Ce qui fait que souvent, avec les nakshatras, entre guillemets, on va arriver à retomber sur nos pattes, si je peux dire comme ça, entre ces deux astrologies, parce que finalement, quand on se retrouve dans cette phase de transition, eh bien, on va quand même porter une certaine énergie de feu. Par exemple, il y a des personnes qui vont pas spécialement se retrouver totalement en taureau, mais dans le nakshatra de Kritika, on va avoir ce côté feu du signe du bélier, mais on va aussi également avoir un côté très artistique qui peut refléter l'énergie du taureau. Donc, ces nakshatras vont aussi nous permettre, du coup, d'avoir des associations entre guillemets entre ces deux astrologies. Et puis il y a aussi toute la partie magique de l'astrologie qui fait que chaque astrologue, et j'ai envie de dire toutes les formes d'astrologie, sont sous la bénédiction de la Jyotirvidya, qui est la divinité de la lumière. Et ça, c'est aussi toute la partie ésotérique de l'astrologie Jyotish, c'est que l'astrologue et ceux qui viennent chercher l'astrologie seraient sous la protection de cette divinité et que finalement, peu importe la forme d'astrologie qu'on pratique, il y aura toujours quelque chose qui viendra nous parler si c'est censé arriver jusqu'à nous. Et si les deux formes d'astrologie nous parlent, c'est tout à fait OK parce qu'on a cette bénédiction qui vient nous dire, voilà, peu importe ce que tu as reçu ce que tu devais recevoir. Ben, c'est beau. Sur l'utilité d'avoir son thème complet, qu'est-ce que ça va nous apporter, nous, au quotidien ? Alors, ça peut tout apporter comme ça peut rien t'apporter. Ça va dépendre en fait du karma que tu as à traiter et ça va dépendre de l'approche que tu as de la vie. Tu as des personnes qui vont pas vraiment bénéficier de l'astrologie tout simplement parce que ils ont une énergie de feu, ils savent où ils vont, en fait ils sont sur leur dharma, ils ont cette ligne directrice dans leur vie et c'est tout à fait OK pour eux de se dire je peux me passer d'astrologie. Le dharma, on va expliquer, en gros c'est ce qu'on appelle un petit peu aujourd'hui la mission de vie, c'est-à-dire là où tu es aligné. C'est ça, c'est vivre de façon juste et en accord avec nos désirs profonds. Donc, quand on est vraiment dans cette énergie de mission de vie, d'incarnation, finalement, on n'a pas tant besoin de l'astrologie. Alors, ça peut toujours nous servir. Ça peut nous servir à planifier des événements parce qu'on veut être en accord avec le calendrier lunaire. Ça peut nous servir en termes de compatibilité avec soit des collègues de travail, soit peut-être pour un mariage ou peu importe. Ça peut être d'autres axes. Après, connaître son thème natal, ça peut servir surtout quand on fait face à des gros challenges dans la vie, quand on a du mal à savoir où est-ce qu'on va, quand on a des problèmes relationnels avec les autres, quand on a du mal peut-être à gagner de l'argent ou tout simplement à se dire bon ok, qu'est-ce que je suis venue faire là, j'arrive pas à m'épanouir pleinement. Un thème astral peut vraiment nous donner des guidances de ce point de vue-là. Il peut aussi nous donner des guidances sur notre santé également. Il y a cette pratique qu'on appelle l'Ayur Jyotish, qui est l'astrologie ayurvédique, l'astrologie médicale, qui peut nous donner aussi des indications sur d'éventuels blocages qui peuvent entraver ou au contraire des bénédictions qui peuvent nous aider à la guérison. Donc on peut avoir aussi cette branche-là qui peut être utile. Et puis après, on peut avoir toute la technique du prashna, de répondre à une question. Donc là, sort complètement du thème natal de l'individu, mais on peut se servir de l'astrologie quand on a des questions ponctuelles, quand on a besoin d'une guidance ponctuelle. Avec un exemple très concret, par exemple, on peut venir te voir avec une difficulté de couple et qu'est-ce que tu vas, toi, voir dans les éléments qui vont pouvoir te donner des infos ? Alors, on va déjà voir la dynamique globale du couple, par exemple. Est-ce que les deux personnes sont compatibles ou non ? On sait qu'en Inde, les mariages sont arrangés, alors au grand malheur de certains et au grand bonheur de d'autres, parce qu'en fait, le mariage arrangé peut être une bénédiction comme une malédiction. Ça va dépendre vraiment de la nature de l'individu et puis du contexte dans lequel est fait le mariage arrangé. Mais en tout cas, on peut déjà voir s'il y a une compatibilité ou non. Ensuite, on va aller voir si on est dans des bonnes périodes de vie, parce que souvent,
il arrive qu'on soit compatible avec quelqu'un, mais on n'est juste pas dans la bonne période. C'est juste pas le bon moment pour se mettre en couple, ensemble, ou juste individuellement, on a besoin de faire d'autres choses. Donc, on va aller voir un petit peu toutes ces dynamiques, et puis on va aller voir finalement quels peuvent être les remèdes qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'il y a des pierres qu'on peut porter? Est-ce qu'il y a peut-être des pujas, des yagnas qu'on peut faire pour effacer peut-être un challenge? Ou est-ce qu'il y a aussi peut-être des choses un petit peu plus occidentales, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la thérapie à faire? Est-ce qu'il y a des échanges à avoir? Peut-être des livres à lire? Ou voilà, des choses à faire qui peuvent être plus simples pour nous en Occident, mais qu'on peut mettre en place pour maintenir le couple sur du long terme. Tu parlais de pierre, de puja. Ça, c'est ce qui va être à mettre en place ensuite, des mantras, plein de petits éléments comme ça qui vont permettre à la personne de se réaligner. Exactement. C'est ça. Donc, on va avoir différents remèdes. Tu vas avoir des pierres, tu vas avoir des yagnas, tu vas avoir des yantras aussi qui sont des dessins sacrés. En fait, on va avoir vraiment une panoplie de remèdes à mettre en place pour nous aider à enlever les blocages auxquels on fait face. Et on va également avoir toute une pratique de mantras. Donc des mantras qui vont être bien entendu plus ou moins religieux, plus ou moins associés à certaines divinités. C'est d'ailleurs aussi un des objectifs de l'astrologie, c'est de nous mettre sur le chemin de la spiritualité au travers de pratiques de mantras. Donc c'est à ça aussi que peut servir l'astrologie. Et finalement, en fait, tous ces outils, ça va nous aider à presque, j'ai envie de dire, d'apaiser notre esprit. Outre le fait de nettoyer le karma, ou en tout cas d'apaiser les challenges auxquels on fait face, ça nous permet aussi de prendre du recul vis-à-vis de ce à quoi on fait face. Par exemple, le mantra, man, c'est pour l'abréviation de manas, pour l'esprit, et tra, c'est l'instrument. Donc par exemple, le mantra est un instrument pour l'esprit. Il est généralement recommandé dans une lecture astrologique parce que le mantra, il permet vraiment du coup de maîtriser cet esprit qui des fois part un petit peu en cacahuète, on va pas se mentir. Et donc en maîtrisant cet esprit, on arrive à voir plus clair certaines situations et à prendre des meilleures décisions. Et donc c'est ça vraiment l'objectif des remèdes, c'est pas simplement d'être passif et de dire voilà, je vais mettre un mantra sur YouTube et puis je vais attendre que ça se passe, ou je vais aller faire une puja et je vais attendre que ça se passe, mais c'est de se mettre en fait en action pour du coup interférer finalement avec ces blocages qu'on est venu affronter, j'ai envie de dire des fois avec envie, parce que si on affronte certaines choses, c'est aussi, je pense, parce qu'on a eu envie d'une certaine façon d'affronter certaines choses. Alors, pas tout le temps, parce que des fois, c'est aussi par de nettoyage qu'on a à faire si on parle de la partie plutôt karmique. Mais voilà, on est venu être dans cette action et aller se confronter finalement à la difficulté pour la surmonter. Tu parlais de puja, donc les pujas, on va juste expliquer, c'est des cérémonies, généralement par le feu. Alors la puja, ce sera sans le feu, et le yagna, ce sera avec le feu. C'est la petite différence. Ok, mais ça veut dire cérémonie en fait. C'est ça, exactement. Donc la puja, c'est vraiment une cérémonie en l'honneur en général d'une divinité, mais après on peut faire des pujas, par exemple si on acquiert une nouvelle voiture ou qu'on rentre dans une nouvelle maison, on fait généralement une puja pour la voiture et pour la nouvelle maison, pour, entre guillemets, porter bonheur à cette voiture et à la maison, en fait, pour que tout se passe bien. Et puis, le yagna, par contre, c'est plutôt une offrande au feu sacrificiel. Donc, il y a vraiment une notion, alors dans la puja aussi, il y a une notion d'offrande, mais dans le yagna, il y a vraiment cette notion de feu, d'aller donner à Agni, le feu purificateur des prashad, des offrandes, pour finalement brûler certaines choses qu'on aimerait voir partir ou qu'on aimerait voir aussi se réaliser. Quand on reçoit un thème, on reçoit aussi certains jours où il est bon de faire certaines choses. Donc il y a des jours pour jeûner, il y a des jours pour donner. Est-ce que tu peux nous détailler ? Alors effectivement, dans un thème astral, on va pouvoir voir des jours particuliers qui vont nous être bénéfiques, donc pour jeûner, pour être dans la charité, pour être dans le silence également. En fait, c'est des petites indications, alors qui vont bien sûr nous aider à nettoyer tout ce karma qu'on a à nettoyer, et aussi qui vont nous mettre dans cette pratique spirituelle qui est l'objectif de l'astrologie. Globalement, ces indications, elles sont très personnelles parce qu'on les retrouve au travers du thème en regardant des maisons particulières et le placement des planètes qui vont diriger ces maisons. Mais pour faire beaucoup plus simple, le calendrier lunaire, ce qu'on appelle le Panchang, peut nous donner aussi des indications. Par exemple, chez les Vaishnavas, qui sont les pratiquants, on va dire vishnouites, qui prient le dieu Vishnu, on a tendance à jeûner le 11e jour du mois. Donc, on appelle Ekadashi. Il y a différents Ekadashi et il y a 2 Ekadashi dans le mois. Un Ekadashi en phase de lune croissante et un Ekadashi en phase de lune décroissante. Et ça peut être quelque chose de très facile que tout le monde peut faire vraiment sans connaître son thème. C'est de jeûner le 11e jour de lune. Et
En jeûnant ce 11e jour de lune, on dit que ça purifie vraiment le corps et l'esprit. C'est pas seulement un jeûne pour nettoyer le corps, ce qui est aussi un des bénéfices du jeûne, mais c'est un jeûne aussi pour nettoyer l'esprit. Et il y a bien sûr plusieurs façons de jeûner. On n'est pas obligé de ne pas manger du tout. Alors on ne fait pas de jeûne hydrique, c'est vraiment un jeûne alimentaire. Alors on peut jeûner complètement, mais on peut aussi par exemple manger végétarien si on a tendance à manger beaucoup de produits animaux. On peut manger par exemple quelque chose de très léger, ça peut être un bol de riz, ça peut être vraiment quelque chose qui va nous laisser sur notre faim, ou on peut manger par exemple que le matin et le midi puis faire un jeûne le soir. Tout va dépendre de notre condition et de notre santé. Les jours de charité aussi, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que chacun, dans notre thème, il y a une journée bénéfique pour venir en aide aux autres. C'est ça. Alors, j'ai envie de dire, c'est tous les jours le bon jour pour aller aider les autres. Faut qu'on soit bien d'accord. Mais c'est vrai que dans notre planning en Occident, on a tendance à être surbooké, on a tendance à avoir 4 téléphones qui sonnent en même temps et on a perdu ce contact avec l'autre. Et finalement, le jour de charité, c'est un jour où du coup, on vient se rappeler que finalement, on n'est pas tout seul dans cette incarnation, qu'on est avec les autres et que l'autre est peu différent de moi finalement, si ce n'est même que l'autre est moi d'une certaine façon. Et donc ce jour de charité, il est vraiment très important parce qu'il vient mettre l'emphase sur l'autre plutôt que sur moi. Et dans une société axée sur l'individu, sur le je, sur le moi, ça me semble être un jour très très important, outre le fait que bien sûr, il va venir nous aider personnellement sur notre chemin. C'est vraiment l'occasion d'arrêter de penser à soi et plutôt de penser à l'autre. Et l'autre peut prendre différentes formes. Ça peut être l'autre en tant qu'humain, ça peut être l'autre en tant que plante, c'est-à-dire que je vais aller planter des arbres, je vais aller m'occuper de la nature, et puis ça peut être l'autre en tant qu'animal, je vais aller donner de mon temps à un refuge pour chiens, peut-être à des chats abandonnés. En tout cas, on a vraiment aussi une panoplie de remèdes et on doit vraiment le faire avec cette envie, ce qu'on appelle le karma yoga, ce yoga de l'action, et cette bhakti, cette dévotion. C'est ça aussi qui va être important. Alors toi, en tant que Jyotishi, astrologue, est-ce que tu as vu des changements? Est-ce qu'on t'a fait part après justement un thème de changements un petit peu dans la vie? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Oui, il y a vraiment des anecdotes des fois qui sont très flagrantes. Je vois des gens à qui je transmets un mantra et qui après plusieurs jours, plusieurs semaines de pratique de mantra sentent vraiment un apaisement au niveau du système nerveux, qui arrivent à y voir plus clair, qui arrivent à prendre des meilleures décisions. Il y a des gens aussi qui rencontrent des personnes. Je leur dis voilà, là c'est une bonne période pour rencontrer quelqu'un et qui tombent sur une bonne personne dans la période donnée. On a aussi des anecdotes de personnes qui trouvaient pas leur voie, qui savaient pas quoi faire et qui suite à la lecture, ont peut-être entrepris une formation, se sont lancés et s'épanouissent dans leur carrière. Il y a énormément d'anecdotes comme ça de personnes qui réussissent après une lecture. Et puis il y a aussi des personnes chez qui il se passe rien. Et c'est ça aussi des fois qui est intéressant, c'est que des fois c'est simplement pas le bon moment. C'est aussi parce que des fois on n'a pas trouvé la bonne solution, parce que peut-être que je me suis trompée aussi, ou que la personne a aussi pas mis les remèdes en place. Et des fois, il faut se dire que s'il se passe rien après une consultation, c'est tout à fait OK, parce qu'il y a plein de raisons qui peuvent faire que ça se soit pas passé. Simplement, il va falloir aller creuser pourquoi. Est-ce que c'était peut-être pas la bonne pratique, c'était peut-être pas le bon astrologue, c'était peut-être pas le bon moment, et se dire que finalement, c'est ça. Et finalement aussi, c'est bien de se dire que ces périodes où on n'obtient pas ce qu'on veut, ça peut aussi être des périodes de réalisation. C'est-à-dire que je suis allée voir un astrologue, je voulais obtenir ce job et je ne l'ai pas eu. Est-ce que ça peut être une expérience enrichissante pour moi d'apprentissage et d'évolution? Et l'astrologie peut aussi servir à ça, même dans sa dimension d'échec, si on veut le dire comme ça. Elle peut servir d'enseignement. Est-ce que tu vois une augmentation? On dit beaucoup que les canaux sont en train de s'ouvrir, que notre génération est de plus en plus encline à être dans l'astrologie, mais aussi dans toutes les sciences un petit peu ésotériques. Toi, c'est quelque chose que tu constates? Il y a de plus en plus de monde qui viennent te voir? Alors, il y a de plus en plus de monde. Je constate quand même aussi un affaiblissement au niveau de la foi et au niveau de la religion. Alors, c'est vrai qu'en Occident, on a tendance à parler de cette ère du Verseau,
qui serait là. Pour nous, en astrologie et dans la culture védique, on n'a pas du tout cette ère du Verseau. Nous, on est dans ce qu'on appelle le Kali Yuga. Et le Kali Yuga, c'est une des 4 grandes phases de l'existence. Donc, il y a 4 yugas qui sont Satya, Treta, Dwapara et Kali. Et Kali, c'est la dernière phase et c'est pas la phase la plus chouette, on va pas se mentir, parce que c'est plutôt la phase où l'humanité est en déperdition, où on a perdu la foi, où on a perdu la connexion avec l'humain, la connexion avec la nature, avec Dieu également. Et dans cette période du Kali Yuga, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la moindre pratique spirituelle peut porter ses fruits et se décupler de façon incommensurable par rapport à d'autres périodes de vie. D'ailleurs, dans cette phase du Kali Yuga, l'ennemi principal de l'humain, c'est lui-même. Donc, on est notre propre ennemi. Alors, effectivement, j'ai de plus en plus de personnes qui viennent me voir parce que je pense que de plus en plus de personnes se rendent compte que il y a une déconnexion en Occident avec la pratique spirituelle, notamment avec la chrétienté, pour des raisons très légitimes, on va pas se mentir. Mais je pense que cette perte de sens, cette perte de religiosité marque les Occidentaux, à la fois dans un côté positif parce qu'on s'intéresse de plus en plus à ce côté ésotérique, à ces sciences sacrées, et en même temps dans un côté aussi presque détériorant pour les sciences védiques et pour le yoga, parce qu'il y a aussi toute cette partie New Age qui boom également, et qui du coup donne aussi une perte de sens, une perte d'authenticité à nos pratiques, parce que le yoga c'est quand même la science de l'union. Yoga, ça veut vraiment dire l'union, et quand on voit toute cette pratique ésotérique et New Age qui se gavent entre guillemets sur des pratiques ancestrales et qui font un gloubi-boulga de plein de choses, je trouve ça quand même aussi assez dommage. Et donc effectivement pour moi j'ai cette dualité où il y a beaucoup de gens effectivement qui s'intéressent à ces nouvelles pratiques mais qui vont peut-être pas au bout des choses, et c'est pour ça que j'ai tendance à dire aux Occidentaux, si l'hindouisme ça vous parle pas, c'est tout à fait ok, peut-être aller dans une église, rentrer dans une mosquée, en tout cas, trouver votre religion qui vous parle, mais n'oubliez pas que la religion, c'est ce qui relie à Dieu. Et en Occident, on a diabolisé la religion, on veut plus rentrer dans une religion, ce qui est tout à fait encore une fois légitime. Maintenant, ne diabolisons pas les choses. Il y a des courants et il y a des praticiens qui sont très honnêtes aussi dans leurs pratiques, et il faut simplement aussi être entier dans ce qu'on partage, et juste en fait prendre à gauche et à droite de plein de choses, ça peut aussi nous embrouiller l'esprit et ça peut nous mettre dans plus de doutes également. Donc c'est pour ça, n'oubliez pas, cette période de Kali Yuga, c'est une période qui peut être d'âge sombre d'une certaine façon, et c'est pour ça qu'il faut garder la lumière et il faut essayer d'aller à la source et à l'authenticité de chacune de nos pratiques. Et au-delà peut-être aussi de la religion en tant que telle, ne pas diaboliser la croyance. C'est-à-dire que n'importe quelle religion que ce soit, le fait de croire fait aussi du bien à l'humain depuis la nuit des temps. Exactement, et on a perdu cette foi, et ce qui est normal, elle a été tellement entachée par des vices et par des pratiques qui ont été quand même affreuses et qui ont détérioré l'humanité aussi dans son ensemble, sans parler des croisades, qu'elles soient chrétiennes ou islamiques aussi. Je pense qu'il faut vraiment revenir à cette foi profonde qui est dans celle du cœur, qui est individuelle également, et se dire qu'il y a encore une fois une interconnectivité avec les religions. Ça veut pas dire que si je suis chrétien ou hindou, je dois faire que ça, c'est se dire je choisis cette voie parce qu'elle me parle et je la fais à fond, et j'entends aussi qu'il y a une résonance dans les autres pratiques. Par exemple, une résonance qui est très flagrante, c'est la Trinité. On a la Trinité chrétienne avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et on a la Trinité hindoue avec Brahma, Vishnu et Shiva. Et il y a énormément d'interconnexions comme ça qui sont super flagrantes et qu'on peut voir dans toutes les religions, et c'est se dire voilà, si je choisis un chemin, je le choisis, j'y vais à fond et je détériore pas ceux des autres, parce qu'en fait on parle toujours de la même chose, on parle juste pas avec le même langage. Il faut juste, voilà, on y va avec une authenticité et avec l'envie d'aller à la racine de ce qui nous a appelés dans un premier temps. Tu parlais de l'Ayur Jyotish. C'est hyper, ça donne hyper envie, comme quand on entend comme ça, de se dire dans les astres, je peux trouver en fait ce qui me rend malade et ce qui me fait du bien, en plus de ce que je fais au quotidien. Ça marche comment ?
Alors, tu as énormément de techniques. Une des premières techniques, c'est déjà d'aller regarder les nakshatras, donc nos fameuses 27 constellations. En fonction du placement de certaines de nos planètes, mais aussi de certains transits, on peut aller voir si on a des planètes qui vont venir nous soutenir dans la guérison ou au contraire qui vont venir nous porter obstacle. Donc ça peut être une première chose. Après, dans tout le thème, on va pouvoir analyser certaines maisons, notamment par exemple la maison 6, qui est une des grandes maisons de la maladie. Donc on va aller voir du coup quels vont être les potentiels et on peut aussi déterminer la prakruti, par exemple. Voir, bon, ok, est-ce que j'ai beaucoup de planètes dans des signes de feu, dans des signes d'eau ou dans des nakshatras de feu, d'eau, et d'aller voir finalement quel est l'élément prédominant et peut-être au contraire les éléments déficients et comment est-ce que je peux trouver un équilibre. Les périodes de vie, ce qu'on appelle les dashas, vont aussi nous donner des indications sur des potentiels pour guérir ou au contraire pour tomber malade. L'objectif, ça va toujours être la prévention. Avec l'astrologie, on va essayer d'aller voir, ok, je vais rentrer dans une période qui est plutôt propice à la maladie ou propice à la guérison. Après, qu'est-ce que je mets en place? Ça va dépendre du coup de l'Ayurveda, donc le côté médical. Qu'est-ce que je décide de mettre en place comme outil? Toute la partie aussi Ayurjyotish prend en compte la partie de la prédiction du décès. Alors là, il faut faire vraiment très attention parce que il y a énormément. Voilà, donc il faut faire quand même assez attention parce que c'est vrai que c'est une pratique où on peut vite se tromper déjà, et on peut vite dire des bêtises et on peut aussi créer énormément de peur chez les autres. Et ça, je l'ai déjà vu, des clients qui m'ont appelé, qui m'ont dit on m'a prédit la mort et ils sont toujours en vie, donc tout va bien. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses comme ça sur lesquelles il faut pas non plus aller se mouiller trop rapidement, surtout quand on débute en astrologie. Par contre, c'est une pratique qui est intéressante et qui, en particulier si on est déjà malade ou en tout cas si on a quelqu'un qui est confronté à la mort et qu'on doit aller lui rendre visite, c'est vrai que c'est des pratiques qui sont utilisées pour dire voilà, là il y a une fenêtre qui s'ouvre peut-être pour la fin de vie, donc si vous voulez aller voir peut-être un proche, ça peut être une bonne période. Là, ce qui est intéressant de soulever ici, c'est le rapport que l'astrologie indienne entretient avec la mort, avec la maladie. C'est-à-dire que dans la pratique védique hindoue, la mort et la maladie font partie de la vie. C'est quelque chose qu'en Occident, auquel on ne se confronte plus parce qu'on a médicalisé et on a un petit peu couvert finalement cette partie de la vie. Avant, les décès se faisaient à la maison, elles se faisaient en famille. C'était un moment qui était dur et qui l'est toujours, mais qui était un moment de famille, de partage et qui l'est encore en Inde. Hein. Les morts sont amenés au Gange et sont brûlés sur place publique. Il y a des lieux de crémation publics. En tout cas, c'est pas quelque chose auquel c'est pas quelque chose qui est inconnu en Inde. Qu'en Occident, c'est vraiment quelque chose qui est devenu effrayant. Et finalement, nous couper de la mort, c'est aussi nous couper de la vie, d'une certaine façon. Et l'Ayurjyotisha est intéressant, et c'est pour ça que je fais ce point-là, c'est que finalement, dans la mort et dans la maladie, il y a la vie également. Et quand on comprend un thème astrologique, on va comprendre qu'est-ce qui me dépérit et qu'est-ce qui au contraire me redonne de la vie, qu'est-ce qui me redonne du prana, de l'énergie. Et c'est aussi le but de l'astrologie, parce que l'astrologie, c'est Vak Shakti, c'est associé à l'énergie de la parole. Vak, c'est la parole, et la Shakti, c'est l'énergie. Et finalement, quand on fait de l'astrologie, on utilise le prana, cette énergie, cette force vitale. Et donc, quand on voit un thème, on voit est-ce qu'il y a de la force vitale ou est-ce qu'il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a une augmentation de cette force ou au contraire un affaiblissement. Et nous confronter en fait à ces oscillations au travers du thème, c'est comprendre ces oscillations qui font partie de la vie. Et c'est en soi vraiment une vraie pratique spirituelle d'analyser son thème et de faire du coup cette pratique de l'astrologie médicale, parce que c'est pas seulement savoir est-ce que je vais être malade ou non, est-ce que je vais prendre la bonne herbe ou non, mais c'est dire quel va être mon rapport avec le vivant et quel va être mon rapport finalement avec mon incarnation. Et je trouve que l'astrologie de ce point de vue-là, peu importe finalement après l'espérance de vie qu'on a, va nous redonner en fait cette énergie, ce prana, et finalement aussi va nous montrer que certaines choses peuvent être transcendées par la pratique spirituelle. Il y a énormément d'histoires de grands sages à qui on avait prédit une mort prématurée et qui par beaucoup de tapas, c'est-à-dire d'efforts spirituels, se sont vus accorder une longue vie. Donc c'est pour ça que je mets toujours des grandes guillemets avec le fait de prédire le décès ou non, parce qu'il y a aussi cet effet de bénédiction qu'on peut aussi avoir du coup au travers de l'Ayurjyotisha, parce qu'on va pas seulement recommander des plantes, on va recommander des mantras, certaines actions à faire qui peuvent nous permettre d'obtenir une certaine bénédiction de la conscience, si on peut le voir comme ça, pour nous permettre de rester plus longtemps et de profiter finalement de cette existence encore un peu plus. Et toi, de manière plus personnelle, Justine, comment tu es tombée dans l'Ayurveda, dans l'Inde, dans le Jyotish?
Et ben, je suis tombée dedans un peu, entre guillemets, par hasard ou non. J'ai toujours été très amoureuse de l'Inde et ça a été un de mes premiers grands voyages quand j'ai eu 20 ans. Et puis, je suis tombée malade en étant en Australie et c'est en Australie où l'Ayurveda est reconnu comme une médecine alternative que j'ai pu rencontrer mon premier docteur en Ayurveda et où j'ai pu recevoir mes premiers soins. Et quand j'ai vu à quel point ça marchait tellement bien, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut que j'aille apprendre ça. Et donc, je suis partie en Inde, je suis partie me former au yoga, mais je suis aussi partie au Népal, me former en Ayurveda et en Thaïlande au massage thaï. Et au fil de mes formations, je me suis rendu compte qu'en fait, on ne pouvait pas faire de l'Ayurveda si on faisait pas d'astrologie, tout simplement parce que si on prenait pas le bon remède au bon moment, ça marchait pas, qu'il y avait certaines choses en fait qui venaient m'impacter plutôt sur le plan émotionnel ici. Là, on est plutôt sur le côté psychologie ayurvédique. Et c'est là où je me suis dit, en fait, pour comprendre ma psyché, comprendre en fait pourquoi j'ai aussi un pattern d'auto-sabotement au niveau de ma santé, il va falloir que je découvre qu'est-ce qui se passe en moi. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'astrologie. Et depuis, l'astrologie ne m'a plus vraiment quittée. Et c'est un puits sans fond, mais comme l'Ayurveda, hein, tu sais, c'est des sciences qu'on peut étudier toute une vie et les suivantes. Et finalement, se dire qu'on n'a jamais vraiment juste touché du doigt ces sciences sacrées. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on s'ennuie jamais. Et c'est comme ça que je suis tombée dans l'astrologie. Pour les gens qui seraient intéressés pour commencer une formation, pour se former au Jyotish, j'ai toujours entendu que c'était extrêmement difficile, extrêmement long et très prenant. Tu confirmes? Je confirme. Alors, je confirme. Et en même temps, j'ai envie de vous dire qu'on peut faire les choses de façon très simple. Je pense que oui, l'astrologie est complexe, mais tout simplement parce que l'humain est complexe. Et c'est pour ça qu'en fait, quand on essaye de comprendre la psyché et la vie humaine, c'est compliqué parce qu'il y a autant de vies différentes qu'il existe d'humains. Et c'est pour ça que c'est compliqué, l'astrologie. Maintenant, on peut étudier et mettre en pratique l'astrologie de façon très simple. Comme tu disais tout à l'heure, par exemple, rien que le fait de regarder le calendrier lunaire et de se dire, tiens, la Lune, elle est dans telle constellation, est-ce que c'est bénéfique pour moi ou non? Déjà rien que ça, c'est faire de l'astrologie et je l'explique à quasiment tous mes clients et tous mes clients s'en sortent très très bien. En tout cas, ils arrivent assez bien à comprendre le principe. Donc oui, c'est compliqué si on veut devenir astrologue, mais en même temps, c'est pas non plus si compliqué et on peut faire les choses de façon très simple. Maintenant, si on s'engage dans l'astrologie, c'est quelque chose que vous allez faire tout le long de votre vie. Même moi, je me considère encore débutante en astrologie et je pense que même dans 10 ans, 20 ans, je serai encore débutante en astrologie. Et c'est aussi ça, c'est si vous aimez être un apprenant éternel, si vous aimez à chaque fois ouvrir un ouvrage et vous dire mon Dieu, je savais pas ça, c'est incroyable, et vous laisser émerveiller par votre ignorance, alors c'est la science qu'il vous faut. Mais si vous avez cette illusion d'un objectif à atteindre et d'une perfection à atteindre, alors l'astrologie va vraiment vous décevoir pour le coup. Allez, pour terminer, peut-être un petit conseil, parce que tu disais sur la Lune, on prend le calendrier, on regarde la position de la Lune, et après, on fait quoi? Et bien après, déjà, il faut savoir dans quel nakshatra est-ce que vous êtes né. Donc, si vous connaissez votre nakshatra lunaire, vous devriez aller regarder ce qu'on appelle les Tara-Bala, les forces entre les nakshatras. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, si votre lune est en Pushya qui est un nakshatra associé à Saturne, vous allez avoir des affinités quand la lune, peut-être, va transiter dans un nakshatra de Jupiter. Par exemple, un nakshatra de Jupiter, ce serait par exemple Purnavasu. À l'inverse, quand la lune va transiter en Mula nakshatra, ce sera peut-être un petit peu moins sympa. Donc ça, c'est la première étape. La première étape, quand on a le nakshatra, c'est de regarder le nakshatra de la lune. Exactement. Ok. Et ensuite, donc il faut connaître notre histoire de Tara-Bala, c'est-à-dire que Rohini, c'est un nakshatra associé à la lune, c'est-à-dire que la lune dirige ce nakshatra. D'ailleurs, on dit que Krishna est né sous Rohini, bon, pour la petite histoire. Et donc, Rohini, en fait, c'est un nakshatra qui va être ami avec d'autres nakshatras. Par exemple, Rohini va être très ami avec les nakshatras de Mars. Donc, ils vont être Mrigashirsha, Chitra ou Dhanishta. Ils vont être aussi, donc la lune ici en Rohini va être amie avec les nakshatras de Jupiter comme Purnavasu, Vishaka ou Purva Bhadrapada. Mais par contre, quand la lune va transiter un nakshatra de Rahu, donc par exemple les nakshatras de Rahu, ça peut être Ardra. Si la lune transite en Ardra, pour toi, ça va être un jour un petit peu plus challengeant. On dit que ce jour, il est Vipat. Et Vipat, c'est un jour qui va être un petit peu challengeant, donc c'est pas
forcément une bonne idée de commencer quelque chose. Si tu avais des débats à avoir ou si tu voulais imposer une idée ou tu vois obtenir quelque chose qui était important pour toi, c'est là où du coup tu pourrais avoir des conflits, par exemple. Donc on va vraiment éviter du coup de lancer quoi que ce soit en hard draft. Ça veut pas dire qu'il faut rester chez soi sous la couette et ne rien faire, bien sûr, mais on sait que c'est un jour qui va pas forcément être auspicieux. L'avantage de ces nakshatras, c'est que tous les jours, on change de nakshatra. Donc, vous n'êtes pas coincé pendant une semaine à vous dire, bah mince, je peux rien faire. Non, ça reste que pendant une journée. Et souvent, le nakshatra va pouvoir changer au cours de la journée. Donc, des fois, la matinée va être un petit peu turbulente, mais l'après-midi sera un petit peu plus chouette. Donc, on peut prendre son agenda, noter un petit peu dans la semaine et comme ça, avoir un peu sa propre guidance pour avoir des s'aiguiller sur les choses à faire ou peut-être demain. Exactement, c'est ça. Et du coup, ça nous permet aussi de prendre du recul parce que des fois, on a cette impulsion de dire il faut absolument que je fasse ça parce que c'est super important. Et en fait, quand on regarde le calendrier, on voit que c'est pas du tout le bon jour. Et du coup, on prend ce recul. Et le lendemain, après une bonne nuit de sommeil et un bon thé, on se lève, on se dit bon, heureusement que je l'ai pas fait hier parce que sinon, ça aurait été à la catastrophe. Je pense que ça nous est déjà tous arrivé. On a voulu partir super vite et alors soit on y est allé et du coup on s'est pris un mur et on s'est écrasé dans le mur et on s'est dit bon bah plus jamais. Et au contraire, du coup on s'est dit non bah là, il faut vraiment que je me pose parce qu'il y a une amie qui nous a dit attends, réfléchis. Et le lendemain on s'est dit bah c'est vrai que j'ai quand même changé d'avis ou j'ai peut-être mon esprit qui s'est un peu calmé ou je vois la situation de façon différente. Et ben c'est vraiment ça, cet objectif, en tout cas du calendrier lunaire, c'est de nous dire attention, il y a des vagues émotionnelles, il y a un potentiel à obstruction de façon générale. Donc, ne galopons pas trop vite sur nos idées et sur nos objectifs, prenons du recul. Donc, pour trouver le nakshatra, on va aller sur le calendrier lunaire. Donc, par exemple, aujourd'hui, jour de la diffusion, on est le 4 octobre. C'est juste ici en vert. Et donc, on va aller regarder le 4 octobre. Le nakshatra, on le trouve ici. Et donc, c'est Chitra. Donc, en Chitra, qui s'arrête d'ailleurs jusqu'à 15h, c'est Mars. Donc, par exemple, on est né en Purnavasu, Jupiter. Donc, on va aller regarder où est Mars dans notre lune, notre nakshatra de naissance. Et là, on est en Ami. Donc, c'est un jour plutôt auspicieux. Je rajouterais que l'astrologie, c'est vraiment un outil de co-création avec la vie. Et que c'est ni fataliste, ni gloubi-boulga d'ésotérisme et de magie et de manifestation. C'est un mix en fait des deux. Il y a cette partie, comme je le disais, avec Vakshakti, cette énergie créatrice qui va être importante en fait. Dans l'astrologie, notre objectif, c'est de prendre ce qui nous est inné. Donc c'est notre thème natal, c'est d'aller choisir finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cet inné. Donc ça c'est presque notre Kriyamana Karma, c'est le karma qu'on va dire du libre arbitre entre guillemets. Et finalement l'astrologie va nous permettre de trouver ce compromis entre ce qui nous est inné et finalement qu'est-ce qu'on a envie de faire avec cet inné, comment est-ce qu'on a envie de transformer notre vie avec ce potentiel sous-jacent. Donc il n'y a pas de fatalisme. Et il n'y a pas non plus de « je peux tout manifester, tout et n'importe quand ». Il y a vraiment cette idée d'équanimité et il y a cette recherche spirituelle dans l'astrologie qui me semble très importante à soulever. Donc ce n'est pas que de la prédiction, ce n'est pas que du fatalisme, il va t'arriver ceci et tu peux rien faire par rapport à ça. C'est un mix des deux. Et finalement, comment est-ce qu'on peut co-créer avec la vie, c'est l'objectif de l'astrologie. Mais écoute, je te remercie en tout cas. Passe une très bonne journée. Toi aussi. À bientôt. Et à très bientôt.